Pierre-Jean Louisard, bonjour. Historien de l'islam contemporain dans les pays arabes du Moyen-Orient, vous êtes connu du grand public grâce au succès de votre livre « Le piège Daesh ». Vous venez de publier aux éditions Talendier, chiites et sunnites, La grande discorde en 100 questions. Un livre qui vient éclairer l'actualité au moment où s'intensifient les rivalités entre d'un côté l'Arabie saoudite sunnite dans sa version la plus rigoriste, le wahhabisme, et de l'autre côté, la République islamique d'Iran, qui est, elle, chiite. Et tout cela avec en toile de fond l'avenir du Liban. Alors Pierre-Jean Louisard, toutes ces rivalités, est-ce qu'on peut les expliquer par les raisons confessionnelles ? Il y a des raisons historiques qui opposent sunnites et chiites. Ça nous ramène à l'origine de l'islam et la grande question était de savoir à qui devait revenir le pouvoir en islam. Mais est-ce qu'on peut limiter juste cette rivalité Iran-Arabie saoudite aujourd'hui à cette question de sunnite-chiite ou il y a d'autres choses qui viennent C'est l'une des composantes, mais je dirais que c'est une composante essentielle aujourd'hui dans la mesure où derrière la rivalité entre l'Arabie saoudite et l'Iran se cachent des mouvements de fond, notamment un mouvement d'émancipation des communautés chiites du monde arabe qui ont pour point commun d'être des communautés dominées politiquement et socialement, à l'exception de l'Irak où, comme vous le savez, elles sont au pouvoir depuis 2003 avec l'intervention américaine. Voilà, très bien. Alors, vous nous avez parlé de ces dissensions historiques entre les sunnites et les chiites. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu l'histoire de ces premières discordes ? Et on rappelle juste que les sunnites représentent quand même 85% aujourd'hui de la population musulmane. Voilà, mais ça ne veut pas dire que les chiites sont un schisme, une scission à l'image de ce que les protestants sont pour les catholiques, puisque c'est véritablement à la mort du prophète qu'il y a eu des dissensions pour savoir qui allait remplacer le prophète à la tête de l'État musulman, donc qui était à Médine à l'époque, et les partisans d'Abou Bakr, le successeur du prophète, ont préféré avoir recours à des élections ou à des consultations, là où pour les chiites il y avait une vision légitimiste, c'est-à-dire qu'une succession d'imams devait, sur ordre de Dieu, prendre la direction de la communauté, et ça a été l'occasion de la première discorde, puisque le mot discorde renvoie au mot arabe fitna, qui désigne cette première guerre entre musulmans au 7e siècle. Donc un problème de succession. Alors aujourd'hui, si on s'intéresse donc aux sunnites et aux chiites, quels sont les dogmes et les pratiques qui les différencient aujourd'hui? Il y a les textes sacrés qui sont en gros les mêmes, même si pour les chiites, on y ajoute les traditions des 12 imams. Donc les chiites sont des duodécimains dans leur majorité, duodécimains 12 imams. Et selon eux, on ne peut pas comprendre le Coran ni la Sunna si on ne se réfère pas à la littérature de ces imams qui est nécessaire donc, pour comprendre le message sacré, le message divin. Ceci dit, le sunnisme et le chiisme se sont profondément transformés au fil des siècles et il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui les différencient et notamment dans leur version islamiste, l'islamisme ne les a pas rapprochés, au contraire, il a contribué à les opposer de plus en plus dans les rituels et dans les croyances. Et alors, dans les rituels ou dans les pratiques, par exemple, ils n'ont pas le même nombre de prières par jour, si je ne m'abuse. Il y a le même nombre de prières, mais il y a deux prières qui sont qu'on peut regrouper chez les chiites. Et traditionnellement, les sunnites accusent les chiites d'être laxistes dans leur rituel, qu'il s'agisse du nombre des prières ou bien du jeûne du ramadan. Donc, ce sont des accusations qui font partie du bagage de l'antichéisme traditionnel des sunnites. Et alors, de même, je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui, mais chez les chiites, existait le mariage temporaire. Cela existait à l'aube de l'islam et c'est l'un des premiers califes successeurs dans la version sunnite du prophète qui a abrogé ce mariage temporaire. Les chiites continuent à le pratiquer alors que pour les sunnites, continuent à le pratiquer alors que pour les sunnites, ça vous permet de prendre une femme pour une période limitée et d'assumer donc s'il y a un enfant à naître donc
donc la paternité, c'est pour les sunnites une légalisation de la prostitution. Oui. Et alors, avec ce mariage temporaire, la femme n'héritera pas? La femme n'héritera pas puisque c'est un mariage temporaire et qu'on imagine qu'il y a des épouses qui, elles, ne sont pas temporaires. Alors, dans votre livre, vous nous racontez qu'au cours donc, de cette grande discorde, il y a eu quand même des tentatives de rapprochement. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la dernière tentative ces derniers temps et pourquoi elle a échoué? La dernière tentative de rapprochement, d'une façon peut-être qui va vous étonner, elle tient aux frères musulmans, pourtant fer de lance d'un islam rigoriste et proche du wahhabisme finalement. C'était dans les années 30, 40 et 50, à un moment où l'opposition chiite au Shah d'Iran se réveillait et cherchait le soutien de leur contrepartie sunnite. Donc il y a eu un mouvement de rapprochement entre certains grands ayatollahs, les ancêtres de l'imam Khomeini et les frères musulmans, avec des visites réciproques, mais cela n'a pas duré puisque la logique confessionnelle l'a emporté. Bon. Alors, au fil de ces dernières décennies, les sunnites ont subi beaucoup de coups de butoir. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, il y a eu la prise de pouvoir des chiites en Irak après l'invasion américaine en 2003. Il y a eu les offensives plutôt ratées de l'Arabie saoudite au Qatar et au Yémen. Le jeune héritier saoudien qui fait l'actualité aujourd'hui, Mohammed bin Salman, est-ce qu'il peut mobiliser un bloc sunnite aujourd'hui ? Le problème pour tous les dirigeants du monde musulman aujourd'hui est que l'islam est éclaté entre différentes autorités religieuses. C'est moins vrai pour les chiites qui reconnaissent la légitimité de leurs grands ayatollahs, l'ayatollah Sistani qui réside à Najaf en Irak, mais c'est particulièrement vrai pour les sunnites puisqu'on ne trouve plus une seule autorité à l'image de ce qui était à l'époque du califat ottoman, mais une multitude d'autorités, y compris de la part de ceux qui n'ont aucune culture religieuse, on le voit aujourd'hui avec Daesh notamment. D'accord. Mais par exemple, est-ce qu'on peut dire que l'Arabie saoudite et la Turquie sont sur la même longueur d'onde vis-à-vis de l'Iran ? L'Arabie saoudite a beaucoup perdu parce qu'elle s'est aliénée ses relais traditionnels dans le monde musulman. Elle s'est fâchée d'abord avec les frères musulmans qui relayaient sa propagande wahhabite et salafiste, et elle s'est fâchée ensuite avec les salafistes, notamment Al-Qaïda et Daesh, avec lesquels il y avait une communauté de discours, tout simplement parce que les salafistes ont remis en cause la légitimité de l'alliance entre la famille tribale des Al-Saoud et les wahhabites en disant que ce régime n'était pas un régime islamique. Donc aujourd'hui, le roi est nu et Mohammed ben Salman n'a plus de relais dans le monde musulman à opposer à un Iran qui, lui, continue à se reposer sur les communautés chiites. Alors justement, là, vous parlez de cette division du pouvoir en Arabie saoudite entre les princes arabes et puis le clergé. Le fameux prince iranien donc, a lancé cette modernisation à marche forcée. Jusqu'ici, on n'a pas trop entendu le clergé wahhabite, donc très rigoriste. Qu'est-ce qu'il dit de tout ça ? Alors, il s'agit du prince saoudien, Mohammed ben Salman, qui effectivement s'est engagé dans une lutte pour le pouvoir, mais cette lutte, dans la mesure où elle enfreint un certain nombre de préceptes défendus par les oulémas wahhabites, cette remise en cause se heurte à une farouche opposition. Donc, on va très vite voir les limites de l'action de Mohammed ben Salman, qui est à la fois confronté à une corruption généralisée au sein de sa famille et également à l'hostilité pour l'instant sourde encore d'une grande partie de l'establishment wahhabite. Voilà, c'est assez sourd pour l'instant, on n'entend pas grand-chose. On les entend notamment pour dénoncer la décision de laisser les femmes conduire, par exemple. Oui. Et alors, en Arabie saoudite, il y a quand même certains jeunes désœuvrés. On peut imaginer que ceux qui ont été mis de côté pourraient se radicaliser. Est-ce que le prince saoudien, finalement, par les décisions qu'il a prises récemment,
pousse à la radicalisation et vers le djihadisme, alors que le wahhabisme n'est pas le djihad. Enfin, ce ne sont pas des djihadistes. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, en Arabie Saoudite, ceux qui ont rejoint Al-Qaïda et Daesh ne sont pas particulièrement délaissés pour compte. Je rappelle qu'Osama Ben Laden n'était pas le plus pauvre dans son pays. C'est beaucoup plus lié à des rivalités et au fait qu'un certain nombre de branches de la famille royale se sentent aujourd'hui écartées du pouvoir. Et Daesh, comme Al-Qaïda, ont réussi à gangréner l'édifice même tribal de l'Arabie Saoudite, dans la mesure où c'est au sein même de la famille royale qu'on a aujourd'hui des gens qui sont radicalisés. Il y a combien de personnes au sein de cette famille royale? Ils sont extrêmement nombreux. Si l'on compte toutes les branches, ça fait plusieurs milliers de personnes. Donc le partage du pouvoir est difficile. Le partage du pouvoir est effectivement difficile. Alors, la détention avec ou contre son gré du Premier ministre libanais Saad Hariri par l'Arabie Saoudite a été vue au Liban comme une intrusion dans la souveraineté du pays. Et même le Hezbollah, qui est l'influent groupe chiite du pays, a fait valoir son opposition. Finalement, Mohamed Ben Salman a-t-il bien joué ? Le prince héritier saoudien a montré là son inexpérience, puisqu'il s'est mis dans une situation extrêmement difficile. S'il n'avait pas été sauvé in extremis par notre président de la République, on n'agit pas envers un État qui se veut souverain comme il l'a fait, même si chacun sait que Saad el-Hariri est totalement aujourd'hui dépendant de la politique saoudienne et qui n'a pas les moyens qu'on peut lui prêter ici et là. Il était de bon ton pour le Hezbollah de montrer que Saad el-Hariri est finalement un pantin dans la politique étrangère saoudienne, et ça a été un succès à ce niveau-là pour le Hezbollah. Alors, qu'est-ce qu'on peut conseiller aux jeunes princes saoudiens pour se sortir de cette affaire dans laquelle il s'est mis ? Eh bien, nous verrons dans les jours qui viennent si Saad el-Hariri revient sur sa démission, s'il proposait de nouvelles élections, s'il part ailleurs qu'au Liban. Je le vois mal rester au Liban dans le contexte actuel sans être Premier ministre. Donc il y a eu effectivement une faute politique de la part des Saoudiens qui aujourd'hui doivent s'en mordre les doigts. Faut-il souhaiter des nouvelles élections au Liban compte tenu de la disparité des groupes, enfin du nombre de groupes Alors, une chose est certaine, c'est que toute cette histoire montre la faillite de l'État libanais, puisqu'au Liban, on a l'habitude de dire qu'il n'y a pas d'État, mais des communautés. On ne vote pas sur une base citoyenne en fonction de ses opinions politiques, mais de son appartenance confessionnelle, communautaire. C'est le système du confessionnalisme politique qui est en place depuis 1943 et qui interdit toute évolution démocratique, citoyenne, sur une base non confessionnelle. Donc une fois de plus, on voit que le Liban est piégé par un système politique que les Français ont fondé au Liban et dont les Libanais ont eu beaucoup à souffrir. Écoutez, Pierre-Jean Louisard, merci d'être venu et de nous avoir aidé à comprendre cet échiquier bien compliqué du Moyen-Orient. Merci à vous. Au revoir.